Il était une fois, dans un petit village africain oublié des cartes, vivait une fillette appelée Zina. Imaginez ces maisons en terre, la lumière orangée d'un lever de soleil, des poules qui picorent dans la cour et des enfants qui courent pieds nus. C'est là que Zina a grandi. Mais à 8 ans, le monde qu'elle connaissait s'est effondré sans prévenir. Sa mère est morte en donnant la vie à son petit frère. Son père a tué. Un ouvrier sans emploi stable a regardé ses 2 enfants et a compris qu'il n'avait pas la force ni les moyens de les élever tous les 2 en même temps. Il ne pouvait pas sauver les 2 à la fois. Alors il a fait un choix qui allait marquer Zina pour le reste de sa vie. Il a confié sa fille à la sœur aînée de sa femme, une femme qui habitait en ville, puis il est parti chercher du travail, emmenant avec lui le nouveau-né. « C'est temporaire », lui a-t-il promis en lui serrant la main pour la dernière fois. « Elle prendra bien soin de toi. » Ce furent les derniers mots rassurants que Zina entendit pendant très très longtemps. Dès qu'elle a franchi le seuil de cette maison étrangère, toute la douceur a disparu. Sa tante, qu'on appelait Mama Sola, portait en elle une colère ancienne et profonde, une colère née d'un mariage brisé, d'un homme qui l'avait abandonnée, d'une vie qu'elle estimait volée. Et toute cette rage, elle allait la déverser sur l'enfant innocente qui venait d'arriver. La différence de traitement était brutale, immédiate. Les propres enfants de Mama Sola allaient à l'école privée. Ils mangeaient toujours à leur faim et dormaient dans des lits confortables et moelleux. Zina, elle, était reléguée sur une simple natte près de la cuisine. Elle mangeait les restes, après tout le monde, et son travail commençait bien avant le lever du soleil. Chaque jour, c'était le même rituel épuisant. Elle portait de lourds seaux d'eau depuis le puits. Chaque jour, elle frottait les sols, balayait la cour, lavait le linge de toute la famille. Et chaque jour, les insultes pleuvaient sur elle comme une averse glaciale. On la traitait de bonne à rien, de fardeau. Pourtant, Zina ne pleurait jamais devant eux. Elle gardait ses larmes pour la nuit. C'est seulement dans l'obscurité, seule sur sa natte, qu'elle parlait à l'ombre de sa mère disparue. Les yeux fixés sur le plafond fissuré, elle lui racontait ses journées, sa solitude, sa peine. À l'école du quartier, une école publique où sa tante l'avait inscrite à contre-cœur, Zina était une élève silencieuse, presque invisible. Mais elle était brillante. Son institutrice l'avait remarquée et l'appelait affectueusement « la petite étoile ». « Ton esprit est si fort, Zina », lui disait-elle souvent. « Tu es plus intelligente que tu ne le penses. » Mais comment une enfant pouvait-elle croire en sa propre valeur quand son corps portait déjà les marques de la violence ? Quand chaque regard dans le miroir lui rappelait qu'elle n'était rien. Puis qu'un matin, une simple erreur, une chose banale, a fait basculer sa vie dans l'irréparable. Elle préparait le repas, et dans un moment d'inattention, elle a oublié le riz sur le feu. La marmite a brûlé, une odeur âcre a rempli la cuisine. La colère de Mama Sola, déjà à fleur de peau, a explosé, incontrôlable. Sans écouter les explications de la fillette, sans même réfléchir un instant aux conséquences de son geste, elle a saisi la bouilloire d'eau bouillante qui chauffait sur le réchaud et elle l'a vidée sur le visage de l'enfant. Le cri de Zina a traversé la cour comme une déchirure dans le silence du matin. Ce n'était pas seulement un cri de douleur physique atroce, c'était bien plus que ça. C'était le son de l'innocence qu'on assassinait. C'était la fin d'une enfance déjà volée, détruite pour de bon. Le monde de Zina, déjà si fragile, venait de s'écrouler une seconde fois, la laissant marquée, défigurée et plus seule que jamais. Que va-t-il advenir de notre petite étoile ? Zina survécut. Mais ce jour-là, dans le silence d'une clinique modeste, quelque chose en elle s'éteignit. Son visage brûlé, gonflé, était méconnaissable. Autour d'elle, les infirmières chuchotaient, leur voix empreinte de pitié et de colère. Elle parlait de cruauté, d'un acte barbare. Mais la version officielle, celle de la police, fut plus simple, plus rapide, un accident domestique. Et comme souvent, le mensonge l'emporta, étouffant la vérité sous son poids écrasant. De retour au village, sous les ciels violets du crépuscule, Zina devint une ombre. Le silence fut sa seule réponse, sa seule langue. Elle ne parlait plus, observait le monde sans y prendre part, comme si elle flottait en dehors de sa propre vie.
Ses yeux, autrefois pétillants, étaient devenus depuis profonds où se reflétait une douleur muette. Elle voyait les autres enfants jouer, rire, se chamailler, et elle restait à l'écart, une spectatrice invisible. Les gens la regardaient avec un mélange de pitié et de gêne, certains détournant même le regard, comme si sa présence était un rappel trop brutal de la fragilité de la vie. Le village, autrefois son terrain de jeu, était devenu une scène où elle n'avait plus de rôle. Elle se réfugiait dans les tâches ménagères, un automatisme qui lui permettait de ne pas penser. Le bruit du pilon dans le mortier, le crépitement du bois sous la marmite, ces sons familiers étaient les seuls à briser son silence intérieur. Mais même là, elle n'était qu'un fantôme affairé. Un soir, alors que la nuit enveloppait les cases et que les étoiles commençaient à scintiller, Zina s'assit seule derrière la cuisine, près du feu de bois mourant. Elle leva la tête, son regard perdu dans l'immensité de la galaxie. C'est là, dans le secret de la nuit, qu'un murmure à peine audible s'échappa de ses lèvres. C'était une promesse, un serment fait à elle-même que personne d'autre n'entendit. Un jour, je ne m'en dirai plus. Un jour, je ne dépendrai plus de personne. Ces mots, prononcés avec une force qu'elle ne se connaissait pas, devinrent son ancre, sa raison de tenir. Ils étaient la graine d'une nouvelle volonté plantée dans la terre aride de son désespoir. Quand son père revint enfin, des semaines plus tard, le visage creusé par la honte et le remords, il n'osa pas croiser son regard. Il lui proposa de partir avec lui, de quitter le village pour la grande ville. Zina accepta. Pas par pardon. Le pardon était un luxe qu'elle ne pouvait pas encore s'offrir. Elle accepta parce qu'elle savait, au plus profond d'elle, que sa promesse ne pourrait jamais se réaliser ici, dans ce lieu hanté par les fantômes de son passé. Partir était la première étape. La ville fut une épreuve, un choc brutal. Le bruit, la foule, l'indifférence. Zina se retrouva à vendre de l'eau en sachet au milieu des carrefours bondés, sous un soleil de plomb qui ravivait la douleur de ses cicatrices. Mais ce n'était pas la chaleur qui la blessait le plus, c'était les regards. Les regards insistants, curieux, parfois méprisants, qui la dévisageaient sans pudeur. Chaque regard était une flèche, chaque chuchotement un coup de poignard. Elle apprenait à baisser les yeux, à se faire la plus petite possible, à devenir transparente. Mais elle avançait. Chaque sachet d'eau vendu, chaque pièce de monnaie gagnée était une petite victoire. Un pas de plus vers cette indépendance qu'elle s'était promise. Elle serrait les dents, ravalait ses larmes et continuait, jour après jour, animée par cette flamme secrète qui brûlait en elle. Un après-midi, alors qu'elle était assise sur le trottoir poussiéreux en face d'une école de santé, une voiture s'arrêta. Une femme élégante en descendit. Elle ne la regarda pas avec pitié ou curiosité malsaine. Elle la regarda tout simplement, longuement. Son regard était doux, interrogateur. Puis, elle s'approcha et lui posa une question simple. Une question que personne ne lui avait jamais posée. « Qui t'a fait ça ?» Ces quelques mots firent voler en éclats le mur de silence que Zina avait bâti autour d'elle. Ce jour-là, pour la première fois, quelqu'un écouta vraiment. Cette rencontre fut le tournant de sa vie. La femme élégante n'était pas juste une passante. Elle dirigeait une fondation qui venait en aide aux jeunes filles en difficulté. Grâce à elle, un nouveau monde s'ouvrit à Zina. Elle quitta la rue et retourna à l'école. On lui donna des livres, un uniforme impeccable, un sac à dos. Mais le cadeau le plus précieux qu'elle reçut fut une voix. On lui apprit à nommer sa douleur, à mettre des mots sur l'horreur qu'elle avait vécue. Avec l'aide de psychologues, elle apprit à respirer quand les souvenirs traumatisants revenaient en vagues, à calmer les tempêtes dans sa tête. Elle apprit à se regarder dans le miroir et à voir autre chose qu'une victime, autre chose que des cicatrices. Elle commença à voir une survivante, une combattante. L'école devint son sanctuaire. Elle dévorait les livres, avide de savoir, de comprendre le monde qui l'entourait. Chaque équation résolue, chaque page d'histoire apprise était une brique de plus dans la forteresse qu'elle construisait pour se protéger. Les années passèrent, rapides et intenses. Zina, l'enfant silencieuse, devint une élève brillante, puis une étudiante passionnée, et enfin, une infirmière diplômée. Elle avait choisi ce métier pour redonner un peu de la compassion qu'elle avait reçue. Ses cicatrices, elles, ne disparurent jamais.
mais elles avaient changé de signification. Elles n'étaient plus une source de honte. Elles étaient devenues son armure, le témoignage silencieux de sa force et de sa résilience. Elle racontait en son histoire celle d'une petite fille qui avait traversé l'enfer et qui en était revenue plus forte. Zina pensait avoir enfin trouvé la paix, avoir laissé le passé derrière elle. Et pourtant, le passé n'avait pas dit son dernier mot. À des milliers de kilomètres, à Londres, sous une pluie battante qui semblait laver la ville de ses soucis, Zina avait enfin trouvé sa place. Le chaos des urgences, le poids des responsabilités, le respect de ses collègues. Chaque jour était une bataille qu'elle remportait. Elle était devenue tôt médecin, une guérisseuse, une force tranquille dans un monde de bruit et de douleur. Sa vie était stable, presque prévisible, jusqu'à ce qu'un message vienne tout fissurer. Un soir, alors que la fatigue pesait sur ses épaules, son téléphone vibra. Un nom s'afficha sur l'écran, un nom gravé au fer rouge dans sa mémoire. Mama Sola. Le message était court, brutal, presque un souffle. « Aide-moi, je suis en train de mourir. » Pendant un instant, le temps s'arrêta. L'odeur du marché nigérian, le cri des enfants, la chaleur écrasante, tout lui revint en pleine face. Elle aurait pu ignorer, effacer, oublier. Mais Zina n'était plus cette petite fille terrorisée. Elle prit une décision qui allait la définir à jamais. Elle acheta un billet d'avion pour Lagos. Elle ne rentrait pas au pays pour se venger. La haine était un poison qu'elle avait refusé de boire. Elle y retournait pour affronter la femme qu'elle était devenue, pour confronter son passé, non pas avec des armes, mais avec la vérité. La maison de Mama Sola était plus petite, plus délabrée qu'elle ne s'en souvenait. La femme qui l'avait tourmentée gisait sur un lit, affaiblie par la maladie, une ombre de la tyrannie qu'elle avait été. Ses yeux, autrefois pleins de mépris, étaient maintenant embués de peur. Zina s'assit à ses côtés. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne cria pas. Elle raconta, simplement, calmement. Elle raconta la faim qui tordait les entrailles, le froid des nuits passées sur le sol dur. Elle raconta les coups qui pleuvaient pour un plat cassé, pour un regard jugé insolent. Elle parla de l'eau bouillante, de la brûlure qui marquait sa peau et son âme. Elle décrivit le silence assourdissant de ceux qui savaient mais ne disaient rien. Et puis, elle raconta la suite, la fuite, la solitude, la reconstruction pièce par pièce. Elle parla de la femme qu'elle était devenue malgré tout. Pour la première fois, quelqu'un entendait vraiment. Le silence de la pièce était lourd, chargé de toutes les paroles non dites pendant des années. Zina fit le nécessaire. Elle appela une ambulance. Elle organisa les soins. Elle paya les factures de l'hôpital. Non pas par pardon. Le pardon était un chemin qu'elle n'était pas prête, ou peut-être pas obligée, d'emprunter. Elle le fit par fidélité à elle-même, à la femme médecin qui soignait sans jugement, à la femme qui avait juré de ne jamais ressembler à ceux qui l'avaient brisé. En regardant Mama Sola, vulnérable et dépendante, Zina comprit que la véritable force ne résidait pas dans la capacité à détruire, mais dans la capacité à guérir, y compris soi-même. Elle ne resta pas longtemps. Son retour n'était pas un acte de réconciliation, mais un acte de clôture. Elle laissait le passé là où il devait être, derrière elle. Elle n'avait plus rien à prouver, ni à elle-même, ni au monde. En quittant l'hôpital, elle sentit un poids se lever de ses épaules, un poids qu'elle avait porté sans même s'en rendre compte. Elle était enfin libre. Pas libre de son passé, car il ferait toujours partie d'elle, mais libre de sa douleur. Quelques années plus tard, Zina fit quelque chose d'encore plus audacieux. Elle transforma les cicatrices de son passé en un refuge pour les autres. Elle retourna dans son village natal, non pas en victime, mais en bâtisseuse. Là où elle avait connu la peur, elle planta l'espoir. Elle utilisa ses propres économies pour ouvrir un centre communautaire. Un havre de paix pour les jeunes filles brisées, celles que personne ne voyait, celles que personne ne protégeait. Elle leur offrit un toit, une éducation et surtout une voix. Le centre devint un phare dans la communauté, un lieu où les rires remplaçaient tant les larmes. Un jour, un journaliste, touché par son histoire, lui posa la question que tout le monde se posait. Pourquoi ? Pourquoi aider après avoir tant souffert ? Pourquoi revenir là où tout avait commencé ? Zina le regarda, un sourire serein sur les lèvres, et sa réponse fut d'une simplicité désarmante. Elle dit «
Parce que ma guérison ne dépend pas de ceux qui m'ont détruite. Elle dépend de moi. Et ma guérison passe par le fait de m'assurer que d'autres filles n'auront pas à traverser ce que j'ai traversé seul. Sa plus grande victoire n'était pas d'avoir survécu, mais d'avoir transformé sa douleur en une source de lumière pour les autres. L'histoire de Zina nous pose une question essentielle. Pensez-vous qu'elle a eu raison de choisir la paix plutôt que la vengeance? A-t-elle été trop clémente ou, au contraire, a-t-elle trouvé la forme la plus élevée de courage? Votre avis nous intéresse. Dites-le nous en commentaire, partagez votre point de vue. Chaque histoire est une leçon, et la vôtre compte aussi. Si ce récit puissant vous a touché, si l'incroyable résilience de Zina vous a inspiré, alors abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle publication. Merci de nous avoir écoutés. Et souvenez-vous, parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de détruire ceux qui nous ont brisés, mais de ne jamais, jamais leur ressembler.